Salut toi, j'espère que tu vas bien et si ça ne va pas bien, j'espère qu'après cette vidéo, tu iras mieux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dans lequel on peut s'identifier, du moins une grande partie de la population. On va pas se le mytho, on a souvent été confrontés nous-mêmes à des relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses, plus ou moins toxiques, où l'une personne avait l'ascendant sur l'autre, alors que ce soit vous ou que ce soit l'autre protagoniste, et en ce sens-là, il y a une espèce de relation dominante-dominée qui se crée. Le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas très éloigné justement de ce que je viens de vous expliquer, puisqu'on va parler du syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est clairement le syndrome le plus connu. On va pas se mytho. C'est pas le seul syndrome à porter le nom d'une ville, mais ça on y reviendra plus tard. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est de loin le plus fascinant. Aujourd'hui, on va débunker un petit peu d'où vient le syndrome de Stockholm, pourquoi c'est la ville de Stockholm qui porte ce nom, etc. et comment il a été révélé, créé. D'abord, on va poser les bases. Le syndrome de Stockholm, qu'est-ce que c'est ? Donc le syndrome de Stockholm, c'est un phénomène psychologique qu'on observe chez des otages ayant vécu avec des ravisseurs et qui, pendant leur captivité, ont développé une sorte d'empathie, une sorte de relation émotionnelle vis-à-vis d'eux, ce qui peut s'avérer très étonnant pour la plupart de la population, mais ce qui finalement n'est qu'un système de défense et de survie. Alors là, je vais préparer mes petites notes pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Donc le syndrome de Stockholm a été créé par le psychiatre suédois Nils Bejerot en 1973. Donc le gars est psychiatre, c'est très bien, par contre il n'a pas du tout été chercher le nom bien loin, étant donné que ce syndrome apparaîtra pour la première fois en 1973 à Stockholm. Du coup, finalement, Nils, il a rien d'original, mais par contre, ce qui s'est passé entre le 23 août et le 28 août 1973 l'est totalement. Je vous raconte. On est donc le 23 août 1973 à Stockholm. Stockholm, qui est évidemment la capitale de la Suède. Jan-Erik Olsson, fraîchement évadé de prison, tente de braquer une banque solo et sans aucune aide. Il se rend donc à l'agence de Kreditbanken. Alors, pour vous la faire courte, le gars arrive dans cette banque et tire une énorme rafale à la mitraillette pour s'annoncer. Après tout, chacun sa façon de dire bonjour, mais ce qui a comme résultat que tous les employés se jettent au sol et se couchent, ce qui est une réaction tout à fait normale et basique finalement. Jan-Erik, il a choisi un moment où il n'y avait personne dans la banque à part les employés. Donc on est sur une dizaine de personnes tout au plus dans la banque. Dans la bande, on a quand même l'employé de l'année qui courageusement appelle les autorités afin de les prévenir qu'il y a un zinzin qui essaye de tirer sur tout le monde dans la banque et qu'il faut se ramener FISA histoire de limiter les dégâts. Les flics se ramènent et clairement, bon, en cas de prise d'otage, ça se déroule pas en mode YOLO. Il y a vraiment tout un protocole à suivre. D'abord, on rentre en contact avec le ravisseur et on tente de négocier. Jan-Erik relâche quelques employés et en garde quelques autres, dont une certaine Christine. On va revenir plus tard à cette fameuse Christine et du coup, les négociations continuent et disons qu'on est sur un mec plutôt exigeant. Pour vous la faire courte, Jan-Erik, il demande 3 millions de couronnes. Donc on est encore dans les années 70, il n'y a pas encore d'euros, donc 3 millions de couronnes, c'est plus ou moins 280 000 euros. Il demande des armes, des gilets pare-balles, un avion pour s'enfuir, oui. Jan-Erik est probablement très fan de James Bond. Pour la petite anecdote, en 1973 sortait Live and Let Die. Mais du coup, il n'est pas trop dans la réalité parce que l'avion, ça reste quand même relativement what the fuck. Dans le lot, il demande aussi la libération de son pote de cellule qui s'appelle Clark Olofsson. Et ça, c'est un oui. On lui ramène son pote, il n'y a aucun souci, ils vont se retrouver. Donc concrètement, on a 4 otages et de ravisseurs. Du coup, tout ce petit monde ne va pas rester dans le hall d'entrée de la banque, ils vont aller direction la chambre forte et vont y rester 6 jours. En 6 jours, ils ont eu évidemment le temps de faire connaissance, de gagner du temps avec les flics et les négociations et surtout de se trouver bien sympathiques en fait. Alors ce qui est dingue, c'est qu'il y a une confiance mutuelle qui s'installe vraiment entre eux 6 et que les 4 otages commencent même à se méfier des forces de l'ordre. Le 25 août, on est donc à J+2 de cette colloque totalement improbable quand, tout à coup, les policiers décident de verrouiller la salle des coffres, ce qui les rend encore plus pris au piège. Ce qui finalement les rapproche encore plus. En fait, ils se sentent vraiment soudés parce qu'ils sont ensemble et ils commencent vraiment à avoir de l'estime les uns pour les autres. Ils sont potos, quoi, en soi. Le 28 août, dernier jour, parce que bon, ça commence à bien faire, ce que font les policiers, c'est qu'ils commencent à percer des trous dans le plafond et balancent du gaz anesthésiant afin justement d'endormir tout le monde. Donc tout le monde est obligé de s'enfuir. Et là, la scène est surréaliste. Je rappelle donc les faits.
Un évadé de prison armé prend en otage 4 personnes, fait libérer son pote prisonnier également. Disons que c'est pas la situation qui met quand même le plus à l'aise. Eh ben, figurez-vous que les otages eux-mêmes refusent d'être secourus. Parce que pour eux, Clark et Yann-Eric ne sont pas du tout une menace. Ils vont même jusqu'à les protéger en faisant barrage face aux policiers afin qu'ils ne soient pas abattus. Donc ça, c'est une idée de Christine. C'est donc le moment des au revoir et ils sont complètement déchirants. Ils se serrent tous dans les bras, se souhaitent bonne chance et Clark et Yann-Eric retournent en prison. Et on pourrait penser du coup qu'après un petit peu de temps, après le traumatisme terminé, les victimes reprendraient un petit peu leurs esprits et comprendraient ce qui s'est passé. Eh bien pas du tout. Donc les 4 otages refusent de témoigner à charge, ils vont même jusqu'à se cotiser afin d'assurer leurs frais de défense et ils vont évidemment les voir en prison, surtout Christine. Parce que figurez-vous que la légende veut que Christine et Yann-Eric ont eu un coup de foudre dans la banque et que ça a bien copulé juste à côté du pognon. Ça ne reste qu'une légende, mais c'est marrant d'y croire. Et puis les bad guys, allez, franchement, on te comprend Christine, il n'y a pas de problème. Donc les 2 ravisseurs sont retournés en prison et parmi les 4 otages, 2 se sont totalement réorientés professionnellement pour devenir assistantes sociales et infirmières. Donc cette histoire est complètement folle, mais elle a fait beaucoup de polémiques. Il semblerait que Niels Béjéraud, donc ce psychiatre qui dit avoir découvert le syndrome, aurait relaté les faits de la prise d'otage de manière totalement biaisée. En fait, durant les 6 jours de la prise d'otage, il semblerait que les forces de l'ordre aient géré ça de manière totalement chaotique. Ils auraient totalement fait preuve d'un manque de maîtrise de l'événement, ce qui du coup engendre encore plus de stress quant à la situation. Ce serait la raison pour laquelle Christine et les autres otages auraient eu peur pour leur vie, tout simplement parce que les policiers n'étaient pas du tout rassurants. Christine, notre Juliette en herbe, aurait même vivement critiqué leur manière de faire dans les médias. Elle aurait même demandé à parler avec Niels Béjéraud, donc le psychiatre à la radio, et celui-ci, tranquillement, a juste dit non. Au KLM. Elle dit alors, je cite, « La police est en train de jouer avec nos vies. Et ils ne veulent même pas parler avec moi, qui suis celle qui va mourir si quelque chose se passe. » Après, est-ce que c'était une ruse de ces fameux ravisseurs pour obtenir leur fameux avion? On ne sait pas. Puisque forcément, quand on développe ce syndrome, on n'est pas très étanche face à la manipulation de quelqu'un. Du coup, on ne sait pas parce que la conversation n'a jamais eu lieu et on ne sait pas non plus parce qu'on ne la connaît pas finalement, cette Christine. Malheureusement. Maintenant, je vais voir avec vous comment est-ce qu'on fait l'analyse de ce syndrome, comment il se manifeste, etc., etc. On analyse le syndrome de Stockholm grâce à 3 critères. Donc, développement d'un sentiment de confiance, voire de sympathie vis-à-vis de nos otages. Développement d'un sentiment positif également des ravisseurs face à leurs otages. Donc, la situation est kiff-kiff au niveau des 2, en somme. L'apparition également d'une hostilité face aux forces de l'ordre, ça c'est vraiment le point qui fait que le syndrome peut être posé. Pour que le syndrome puisse apparaître et se manifester, il y a également 3 critères. En fait, l'agresseur, il doit simplement être capable de justifier son acte, que ça déclenche une certaine empathie au niveau des victimes. Il ne doit pas non plus y avoir de sentiment de haine envers les otages, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas les otages parce que y a du racisme ou quoi que ce soit d'autre. En fait, en gros, l'agresseur n'en a pas après les otages. Et enfin, évidemment, le mieux, c'est que les otages n'aient pas la connaissance de ce syndrome. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le syndrome de Stockholm peut être vu comme une manifestation inconsciente de survie. C'est-à-dire qu'en s'attirant en fait la sympathie de l'agresseur, la victime peut peut-être influer justement sur sa manière de faire et d'agir et ainsi avoir un quelconque impact sur son avenir tout simplement. Elle peut ainsi se penser hors de danger ou même capable d'influencer justement les réactions et les décisions du ravisseur. En réalité, la victime se protège juste de sa propre angoisse face à laquelle elle est confrontée. Parce que forcément le ravisseur est imprévisible et la situation est pour le moins inhabituelle. Donc en fait, en développant ce syndrome, la victime imagine juste qu'elle peut sauver sa vie. En fait, c'est simplement une forme d'état de sidération. On va du coup pas céder à la panique et on va s'adapter à la situation pour que le cerveau suive et arrive justement à supporter ce qui est en train de se passer. Sinon, du coup, c'est quoi? C'est la paralysie, c'est la peur et c'est peut-être la mort. Il peut clairement toucher n'importe qui. Pas besoin d'avoir un état de sensibilité totalement exacerbé, pas besoin d'avoir un trouble psychiatrique. C'est pourquoi on peut penser que les victimes d'abus conjugaux peuvent souffrir du syndrome de Stockholm.
C'est même le syndrome qu'on retrouve le plus chez les victimes d'abus et principalement chez les femmes battues. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous laisse du coup avec une petite note de divertissement et de culture parce que ne me remerciez pas, mais il est toujours bon de briller en société. Si vous vous intéressez à ce trouble et que vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez voir le film Stockholm, il est sur Prime Video et il relate tous les faits du syndrome de Stockholm, la prise d'otage, etc. Il y a aussi une série qui s'appelle Clark qui est sur Netflix et c'est plus ou moins la même histoire mais en format série tout simplement. Il y a Buffalo 66 de Vincent Gallo, il y a également Attache-moi de Pedro Almodovar, et Un monde parfait de Clint Eastwood. Et je vous vois déjà venir, ceux qui me disent que je n'ai pas cité La Belle et la Bête, eh bien c'est tout simplement parce que pour moi, et j'en suis persuadée, le syndrome de Stockholm, ce n'est pas le syndrome dont souffre Belle dans La Belle et la Bête. Autant oui, c'est l'archétype de la relation abusive, autant Belle ne réagit pas du tout avec soumission. Elle est jamais d'accord avec lui, elle lui tient tête, etc. Et lui, il tombe amoureux. Mon avis, c'est que on n'est plus sur le syndrome de Lima, la capitale du Pérou, mais ça encore, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous avez d'autres films, livres, séries, etc. à me conseiller qui parlent de ce syndrome, n'hésitez pas à les donner en commentaire, c'est toujours bien de s'instruire davantage. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tout est en barre de description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!